Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour. Notre séminaire trouve aujourd'hui son premier accomplissement. Nous avons eu 2 volets d'un triptyque d'auteurs qui ont leur force dans leur inachèvement. D'abord Pascal, la semaine dernière Piranèse, aujourd'hui Leopardi. Il s'agit, vous l'avez bien vu, d'un côté de la plus grande philosophie du XVIIe siècle, les arts du XVIIIe, et nous avons maintenant un grand auteur, aussi bien écrivain que philosophe et poète du XIXe, Giacomo Leopardi. Dans ce principe, il n'y a pas de frontière de langue, mais plutôt une disposition poétique à concevoir l'œuvre. Et chacun de ces auteurs a essayé d'approfondir, je dirais, les limites même de la construction dans la parole. Ou alors, comme dans le cas de Piranèse, tout ce qui lie le dessin, l'ébauche, le projet à la réalisation dans la contemplation, l'imitation, la crise de l'héritage des classiques. Nous aurons ensuite 2 autres méditations qui mettent en comparaison un legs et son utilisation, même imparfaite, inachevée, et dans le dernier cas, même fausse, au XXe siècle. Donc, d'un côté, nous aurons le mythe de Babel, et d'autre côté, l'histoire très étrange d'un papyrus attribué à la grande époque classique de la Grèce et qui s'avère être, mais nous le verrons avec M. Canfora, la reconstitution fragmentaire, justement, au titre de inachèvement qui serait porté par l'histoire, fait par un faussaire du XIXe siècle. Donc je pense que là, on a essayé d'aborder à peu près tous les aspects, ou une grande partie des aspects de la portée de l'inachèvement, mais je viens maintenant à vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Madame Valeria Giannetti, que je remercie beaucoup, enseigne la littérature italienne à l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, élève de l'un des comparatistes européens les plus aigus, Giancarlo Mazzacurati, qui nous a donné du reste une pléiade de la novella italienne du XVIe siècle. Elle a hérité de son maître un regard attentif aux détails qui organisent le cadre herméneutique et aussi au contexte philosophique qui oriente la poétique d'un auteur. Ces ouvrages portent notamment sur le XIXe et XXe siècle et nous attendons, sous presse, un livre très important. Je traduis cette phrase très belle de Ippolito Nievo, « La future lumière d'une vérité lointaine ». Nievo est la religion de l'idéal. Elle a travaillé, publié et annoté aussi plusieurs livres de Ippolito Nievo, connus et moins connus, mais elle a toujours un regard spécifique à des éléments qui paraissent en marge et qui entrent après au centre de la scène d'un texte. Par exemple, scénographie de la punition dans la culture italienne moderne et contemporaine, ou alors la vie copie de l'art, le fait divers dans Il fu Mattia Pascal, ou encore des essais autour de grands auteurs qui ont formé la littérature italienne moderne,
Giuseppe Parini, Ugo Foscolo, Niccolò Tommaseo, mais aussi d'autres auteurs plus contemporains sont sous son regard attentif. L'Angelos et le cœur, récit et narration chez Vincenzo Consolo, ou encore Baroque et épigramme. Vous voyez l'aspect heureux aussi des titres de ces essais. Dans Paolo il Caldo de Vitaliano Brancati, ou encore Texte provisoire et stratégie de la représentation du personnage chez Vitaliano Brancati, ou encore Capuana et lo spiritismo, l'anticamera della scrittura. Donc elle a parcouru à partir du XVIIIe siècle, je dirais, certains nœuds essentiels de la littérature italienne du XIXe et XXe siècle, et donc je suis très heureux, aussi curieux, attentif de voir ta perspective autour de l'inachèvement chez Leopardi. Alors tout le monde, j'espère, aura pris l'exemplaire qui est distribué. Un grand merci. Merci. Mesdames, Messieurs, cette séance de séminaire, et je remercie Carlo Ossola de m'avoir fait l'honneur de m'inviter, est consacrée à Leopardi, l'inachevé et l'infini. Je commencerai par quelques considérations préliminaires. Leopardi est un poète qui a profondément marqué la culture moderne, comme l'avait si bien compris Friedrich Nietzsche, qui au tout début d'un ouvrage fondateur de la culture moderne occidentale, la seconde considération intempestive de l'utilité et de l'inconvénient des études historiques pour la vie, 1874, cite le chant nocturne d'un berger errant de l'Asie de Leopardi et mentionne Leopardi comme exemple d'homme supra-historique. Comme l'a rappelé le critique Galimberti, Leopardi demeure pour Nietzsche un de ses antagonistes les plus importants, et son œuvre représente pour lui l'annonce d'une vie libérée de la misère humaine. Donc c'est le premier grand héritage que Leopardi laisse à la postérité, l'annonce d'une vie libérée de la misère humaine. La pensée et la poésie de Leopardi traversent 2 siècles, le XIXe et le XXe, en raison aussi de l'histoire éditoriale de ses œuvres. Car si les œuvres poétiques, donc essentiellement les chants, les idylles, les petites œuvres morales, ont été lues dès leur parution, donc dans les années 20 puis dans les années 30, et ont été considérées comme des œuvres patriotiques, se rapportant à la grande tradition italienne de littérature civile inaugurée par Dante. En revanche, le cahier de notes de Leopardi, lo Zibaldone, n'a été publié qu'en 1898 par un autre poète italien, Carducci, et cette parution tardive a prolongé la fortune critique de la pensée et de la poésie de Leopardi. Les grands thèmes de cette poésie traversent véritablement les œuvres du XXe siècle. La littérature comme lieu de l'inachevé, de l'indéfini, de l'absence, la perte du langage de la nature, de sa sainte simplicité, le caractère sentimental de la poésie des modernes par rapport à la poésie des anciens. Je ne vous ai pas proposé un passage important du Zibaldone où ces grands thèmes sont en quelque sorte annoncés, car il a été commenté dans le cours de l'an dernier, le végétal et le modèle de l'homme. Mais j'en reprendrai néanmoins quelques extraits significatifs de ce que Leopardi a laissé en héritage à notre siècle. Donc, Leopardi se réfère au poète romantique et il écrit que ce grand idéal de notre temps, cette connaissance intime de notre cœur, le fait d'en analyser, d'en prévoir et d'en distinguer une à une les moindres émotions, cet art, en somme psychologique, détruit l'illusion, sans laquelle il n'y aura jamais de poésie. L'homme s'éloigne de cette enfance où tout est singulier et merveilleux et où l'imagination paraît sans limite, de cette enfance propre au monde du temps des anciens.
et il devient alors cet homme historique dont Nietzsche écrit l'épitaphe. Il perd la capacité d'être séduit, devient artificieux et moqueur, ne sait plus s'émouvoir pour une chose dont il connaît la vanité, tombe entre les mains de la raison. Ils ne s'aperçoivent pas, donc les romantiques, non plus, que le langage de la nature s'est perdu, que le caractère sentimental n'est rien d'autre que le vieillissement de notre esprit, qui ne nous permet plus de parler qu'avec art. Et enfin, que cette sainte simplicité, qui ne peut disparaître de la nature, puisque la nature ne vieillit pas avec l'homme, ne nous appartient plus comme elle appartenait aux anciens. Par conséquent, il est nécessaire, en ce bien triste siècle de raison et de lumière, que nous nous fuyions nous-mêmes et que nous observions comment les anciens parlaient, eux qui étaient encore enfants et qui voyaient dépeigner la sainte nature avec des yeux sans malice ni curiosité malsaine, mais pleins d'ingénuité et de pureté. Donc vous voyez vraiment annoncer les grands thèmes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Nous suivrons la réflexion de Leopardi donc dans le Zibaldone, son cahier de notes qu'il a rédigé jusqu'à la fin de 1832. C'est un terme Zibaldone qui est intraduisible en français. On pense qu'il puisse venir du terme sabayon, donc pour indiquer le mélange. Dans le cours de cette chaire, Leopardi, Pensée et poésie de 2005-2006, il a été défini livre d'heures et méditation sur la vie. Il est important, c'est pour ça que je vous propose des passages du Zibaldone, il est important, comme il avait été souligné dans le cours de 2005-2006, de revenir à ce grand œuvre pour lire la poésie de Leopardi, car, je cite donc du cours, la vérité de la poésie chez Leopardi est ancrée dans la pensée et dans le style, dans la méditation et dans le chant. La philosophie pense le monde des universaux, la poésie l'évoque. L'une définit, l'autre dépeint. C'est ce mouvement que nous allons suivre aujourd'hui. Leopardi est un poète qui a un rapport très original aux mots et si différent des auteurs de son époque. Il est un gréciste, un excellent gréciste. D'ailleurs, il affirme avoir compris d'être poète après avoir lu les poètes grecs. Il dialogue aussi bien avec les Grecs qu'avec les Latins et les modernes. Il estime par ailleurs que la langue grecque ancienne est une langue très riche, vers laquelle devraient se tourner les langues modernes, en raison de sa richesse qui est grammaticale et élémentaire, donc en même temps en raison de sa simplicité. C'est une langue essentielle, c'est une source commune pour former et uniformiser les nouvelles nomenclatures dans tous les domaines. Elle se prête mirablement à la philosophie et à la précision, ainsi qu'à tous les genres de choses et de qualités. Car, précisément, elle est élémentaire, ce qui veut dire non artificielle. Leopardi donc a un rapport très original à la langue, qui est celui que nous aimons aujourd'hui, après Saussure. Il se passionne pour les mots, leur étymologie, leur champ sémantique, leur sens dans les différentes cultures, leur usage. À une époque où l'on regarde les mots dans une perspective normative, savante, qui est celle de la grammaire et de la rhétorique, à une époque où l'on fige les mots, on les discipline, Leopardi, lui, les libère. Et cette libération est un autre héritage important, la libération des mots qu'il a laissé à la postérité. Le Zibaldone, entre autres, est une fabrique lexicale et un répertoire de linguistique comparée. Venons donc aux mots inachevés, commentés dans le Zibaldone, dans une courte notation que je vous ai proposée en photocopie, donc c'est la première, afin de voir comment Leopardi travaille sur les mots. À partir de chef, comme de cabo, acabar en espagnol. Donc voici la linguistique comparée. Tout de suite,
la référence en espagnol, et puis dans la troisième langue, dans l'italien. Et nous, donc nous les Italiens, disons également condurre, a capo, venire a capo. Donc, en français, chef, achever, en espagnol, cabo, acabar, en italien, condurre, capo, venire a capo. Dans le mot condurre italien, il y a la racine latine dux, donc le chef. À partir de chef, donc, le français a fait achever, en ayant changé le F en V. Échange, comme je l'ai dit ailleurs, très fréquent, y compris en français, et très fréquent conformément à une règle, comme dans le cas rapporté, et non arbitrairement, comme schifare en italien, qui peut également se dire schivare. Donc, vous voyez que c'est une approche tout à fait originale par rapport à l'approche des linguistes de son époque. Au mot inachevé sont associés dans la pensée et dans l'œuvre de Leopardi deux champs sémantiques. D'un côté, à ce mot correspond le sens de inaccompli, ce qui n'est pas arrivé à bout, ce qui est un perfectum, du latin perficere, qui veut dire précisément mener à bout. Dans la grammaire latine, le perfectum est le temps qui indique une action accomplie, par rapport à l'imperfectum, par exemple, qui indique la durée de l'action plutôt que son accomplissement. Varrone, de lingua latina, distingue deux catégories de verbes, le perfectum et l'infectum. Dans l'infectum se trouve précisément le présent, le futur et l'imparfait, c'est-à-dire les temps qui n'indiquent pas l'accomplissement de l'action. Dans le grec ancien, il y a le temps verbal de l'aoriste, qui est une catégorie verbale de l'indo-européen. L'aoriste, du grec donc aoristos, qui veut dire indéterminé, c'est un mot composé donc de alpha privatif et du thème de orizo, le verbe qui veut dire déterminé, donc non déterminé. L'aoriste indique une action dépourvue de projection dans le temps, sauf dans le mode indicatif où il indique normalement des faits passés et correspond au parfait historique du latin et au passé simple de l'italien. Une action donc qui est conçue comme momentanée et ponctuelle. Nous retrouvons l'aoriste, par exemple, l'aoriste gnomico, d'habitude dans les sentences ou dans les proverbes où l'on exprime une vérité générale. C'est une précision que je fais parce que certains passés simples de Leopardi sont en réalité des aoristes, donc ils n'indiquent pas une action accomplie, mais privilégient donc la durée. Comme le célèbre « Toujours chère me fut cette colline solitaire », c'est le tout début de l'idylle « L'infini » que nous allons retrouver tout à l'heure. Nous verrons que pour Leopardi, la perfection est propre de l'état de nature. Ce que les modernes appellent perfection et perfectionnement, c'est-à-dire processus d'accomplissement de facultés, n'est que corruption. Le deuxième champ sémantique associé au concept d'inachevé est celui de non fini. Or, non fini, nous pouvons entendre le non fini par rapport à l'extinction, donc ce qui n'est pas circonscrit, ce qui est infini, ou alors au sens de la définition, donc ce qui est indéfini, ce qui est indéterminé, vague, incertain. Venons au premier champ sémantique, la perfectibilité. Pour Leopardi, les êtres humains ne sont pas parfaits, mais ils ne sont pas non plus perfectibles. Il écrit dans le Zibaldone: on soutient que l'homme est perfectible. Cela revient à dire qu'il peut perfectionner l'œuvre de la nature, ce qui pour Leopardi est une aberration. À qui se réfère-t-il lorsqu'il dit « on soutient que l'homme est perfectible » ? Nous savons que l'origine de ce terme n'est pas élucidée. C'est un néologisme savant, comme il a dit Jean Starobinsky, entré en douceur dans la langue, que nous retrouvons chez Diderot, Turgot, Condorcet, Benjamin Constant, Comte, mais aussi chez les auteurs italiens, Cuoco, Mazzini, Nievo, etc.
L'inventeur du concept, sinon du terme, est Rousseau, puisqu'il a introduit avec ce néologisme un problème philosophique important dans le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes. Nous ne pouvons pas ici nous discuter de Rousseau, même si ce serait très intéressant parce que c'est un auteur très important pour Leopardi qui lui voue une véritable admiration, qui reconnaît à plusieurs reprises le génie de Rousseau. Mais on peut juste résumer, donc pardonnez-moi le résumé de Rousseau, on peut juste résumer quelques phrases, quelques éléments de la réflexion de Rousseau pour lequel la perfectibilité distingue l'homme de l'animal. Mais chez Rousseau, il s'agit de la perfectibilité de l'individu et non de l'espèce. Il y a une phrase magnifique, comme toujours chez Rousseau, qui est importante pour comprendre aussi la réflexion de Leopardi. Tous les progrès ultérieurs ont été en apparence donc, autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce. Donc pour Rousseau, la perfectibilité est la disposition primitive dont il parle dans l'Émile, qui est naturelle, qui peut être altérée par la société, qui peut être altérée par l'opinion. Donc la perfectibilité est la nature en nous, est la nature en nous, est l'acquisition par les hommes de leurs facultés naturelles. Comprendre l'homme, c'est magnifique, ça chez Rousseau, et on le retrouvera chez Leopardi. Comprendre l'homme, c'est le comprendre en son commencement et non en son achèvement. Donc tel qu'il est dans l'état de nature et non dans l'état social. Donc à qui se réfère Leopardi quand il affirme « on pense que ». Il se réfère à ce qu'il appelle les auteurs chrétiens, donc saint Augustin, pour qui l'homme parvient à la perfection qui est la tranquillité de l'ordre. Donc c'est la vision d'Augustin. On parvient à la perfection, cette perfection est la tranquillité de l'ordre. Et surtout à l'amener, qui reprend Augustin dans un livre très célèbre à l'époque, l'essai sur l'indifférence en matière de religion, plus encore qu'à Madame de Staël, qui elle aussi défend la perfectibilité dans de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. Leopardi écrit, et donc il commence à argumenter son système, parce qu'il s'agit d'un véritable système, c'est le mot que Leopardi lui-même il utilise. Je soutiens que l'état de perfection, ou, selon les auteurs chrétiens, d'ordre, en dehors duquel il n'est point de repos, de sérénité ni de bonheur, comme le disent les auteurs chrétiens, est pour l'homme l'état dans lequel la nature l'a placé à l'origine, et non celui où il s'est placé lui-même, donc la société, où doit se placer lui-même, donc l'état auquel on parvient selon les auteurs chrétiens. Je vous résume rapidement un extrait de sa réflexion, parce que c'est une des pages vertigineuses du Zibaldone. Observez le système matériel du monde, dans les plus petites comme dans les plus grandes choses, dans l'organisme d'un animal à peine visible, comme dans l'agencement des astres. Et vous verrez partout un savoir-faire, une sagesse, une habileté telle que non seulement on ne peut perfectionner en rien ce que la nature a fait, on ne peut ni y ajouter ni en retirer quoi que ce soit, ni rien modifier sans tout gâcher, mais que même si nous possédions ce même pouvoir de créer qu'a eu la nature, personne ne posséderait un esprit si subtil, profond et sublime qu'il soit capable, je ne dis pas de mener à bien, donc d'accomplir, mais seulement de concevoir un plan aussi magistral, aussi minutieux, dont les parties soient aussi étroitement liées et harmonieuses entre elles, si parfait dans ses moindres détails que celui qui fut créé par la nature. Par conséquent, puisqu'on ne peut faire de corps plus parfait, ni même comprendre toute la mesure de la perfection naturelle, croit-on vraiment pouvoir perfectionner une partie plus noble, plus obscure et complexe, telle que l'esprit ?
comment la nature, qui est une maîtresse si parfaite, donc voilà, la nature, elle est là, la perfection, si soigneuse, ponctuelle, achevée et complète en tout, aurait-elle aussi été aussi stupide, oublieuse et imparfaite en ce qui concerne la partie la plus remarquable de notre personne? Comment pouvons-nous espérer perfectionner non seulement notre esprit, mais encore le vaste agencement des autres choses terrestres dans ses relations, connexions et dépendances avec le cours et l'état de notre espèce? Donc, c'est clair, pour Leopardi, il n'y a pas de perfection en dehors de la nature et en dehors de la condition qui est celle de l'homme dans l'état de nature. La nature est la seule norme et la seule raison en vertu de laquelle une chose est parfaite ou non, puisqu'en dehors d'elle et de son bon vouloir, il n'existe pas d'autre raison déterminant la perfection ou l'imperfection. Je soutiens, écrit Leopardi, que chaque espèce est parfaite et possède la perfection en ce sens qu'elle possède tout ce qui est un bien pour elle, ce qui convient à sa nature, son entière conformité avec son essence primordiale. Vous voyez dans ces affirmations, en fait, la notion de entelekeia, la notion donc d'Aristote, entelekeia, qui veut dire donc enteleikein, être de façon accomplie, parfaite. Dans la philosophie d'Aristote, il s'agit de l'état de perfection atteint par la substance lorsqu'elle a réalisé sa puissance. Il est repris par Leibniz, qui est cité par exemple par Leopardi. Et ce qui est intéressant, Leopardi fait référence aussi à Dante. Dante qui n'est pas contesté, bien que sa vision de l'histoire humaine soit régie par la conception de la providence. Donc Dante n'est pas contesté, n'est pas placé parmi les auteurs chrétiens, et cela peut être parce que justement Dante fait référence au système aristotélicien. Lorsque, dans le banquet, il écrit que chaque être ou chaque nature particulière tend à sa perfection. Donc, perfection est son entière conformité avec sa nature primordiale. Vous voyez que c'est presque les mêmes mots que Leopardi a utilisés. C'est là la perfection dont il parle Aristote, ça c'est Dante qui parle. C'est ça la perfection à laquelle pense Aristote dans le 7e livre de la physique, lorsqu'il dit chaque chose est par-dessus tout parfaite, malista teleion, lorsqu'elle touche et atteint sa puissance propre, conforme à sa nature. Et donc le cercle, on peut le dire parfait quand il est vraiment circulaire, c'est-à-dire quand il est vraiment conforme à sa nature. Donc, par conséquent, la perfectibilité de l'homme à laquelle songent certains philosophes, les philosophes chrétiens par exemple, mais aussi ce qui reprend les philosophes chrétiens comme Lamennais, Madame de Staël, etc., est une perfection factice, car dérivée de nous-mêmes. Dans le perfectionnement de la raison humaine, nous faisons tenir celui de l'homme, alors que la perfectibilité de la raison ne correspond pas à celle de l'homme. La perfectibilité de la société est une chose, celle de l'homme en est une autre. La perfectibilité de la raison et de la société est en réalité corruption. Voilà pourquoi la théorie de la perfectibilité est un péché d'orgueil. Et pourquoi donc la perfectibilité est corruption pour Leopardi? À ce sujet, il montre qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre son système et le christianisme. Son système, qui est un système des choses et des hommes, ce n'est pas un système métaphysique, attribue toutes les choses à la nature et très peu à la raison, c'est-à-dire à l'œuvre de l'homme. Et il ne s'oppose pas au christianisme. Et donc il nous propose une explication biblique passionnante
qu'il définit aussi neuve qu'il littérale, facile, spontanée. Donc, je vous la propose parce qu'elle est extrêmement intéressante. On voit dans la Genèse que Dieu a voulu interdire l'arbre de la science du bien et du mal. Il a ordonné à l'homme de contenir sa raison, en lui interdisant l'arbre de la science. L'homme connaissait déjà ce qu'il devait savoir en vertu de sa nature, c'est-à-dire de l'œuvre de Dieu. Sa faute fut de vouloir connaître cela par son propre œuvre, c'est-à-dire par sa raison. Et voilà le péché d'orgueil que Léopardi blâme pendant toute son œuvre jusqu'au Géné. Toujours dans la Genèse, quand les hommes ouvrirent les yeux, après avoir mangé du fruit interdit, ils connurent alors qu'ils étaient nus et ils eurent honte de leur nature, tandis qu'ils n'en avaient pas eu avant, et se couvrirent avec les feuilles de figuier. L'homme déchu de son état naturel où il se corrompit. Bref, ouvrir les yeux, ce qui veut dire connaître par la raison, fut donc la même chose que déchoir ou se corrompre. La raison fut l'instrument de la corruption. Et c'est écrit dans la Genèse, c'est bien Dieu qui a interdit à l'homme de goûter à l'arbre de la science du bien et du mal. Voilà, dit Leopardi, que mon système n'est pas inconciliable avec la religion. Pour Leopardi, le véritable état de perfection de l'homme, donc comme on l'a dit, est l'état primitif, l'état de nature. Et la déchéance de l'homme d'un état primitif parfait et heureux constitue l'un des dogmes majeurs du christianisme. La perfection humaine primitive est impossible après la corruption, d'où le sens de la religion. Elle montre l'insuffisance et l'impuissance de la raison et elle satisfait notre imagination avec l'idée de l'infini. Or, la critique donc de la perfectibilité, Leopardi l'étend au système politique et même aux langues, au perfectionnement des langues. Il n'y a pas de perfectionnement possible dans le système politique et dans l'évolution des États. Aucun État social n'a été ni ne peut être parfait, c'est-à-dire équilibré et harmonieux dans ses forces constitutives, dans sa manière de conduire au bien-être des peuples et des individus. Et quand bien même il aurait été à son commencement, l'essence absolue de la société fermée, constituée d'hommes civilisés, porte en elle les germes de la corruption. Les progrès de la civilisation ont définitivement imposé silence à la multitude, ont anéanti les nations, leur ont ôté toute voix, toute force, toute conscience d'elles-mêmes, ont concentré la totalité du pouvoir entre les mains du monarque et ont livré les sujets, avec ce qui leur appartenait en propre, à l'entière disposition du prince. La même critique de la perfectibilité s'étend, comme je l'ai dit, donc à la langue. Le perfectionnement de la langue est tout aussi faux. Les langues gagnent certainement en précision en s'éloignant de ce qui est primitif. Elles gagnent en clarté, en ordre, en règles, mais elles perdent en efficacité, en variété, en beauté, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de leur forme première. Pour Leopardi, le XVIe siècle est le siècle d'or de la langue italienne, car c'est dans ce siècle que cette langue a été formée et fixée de telle sorte qu'elle gagna en culture et en harmonie, sans rien perdre de son naturel, de son abondance, de sa variété, de sa force, ni même de sa liberté. En somme, elle ne changeait rien à sa nature et à son caractère primitif. Contrairement à la langue française, lorsqu'elle fut fixée par l'Académie et le siècle de Louis XIV. Donc, une langue, pour Leopardi, en effet, reste poétique
lorsque la langue de la poésie et celle de la prose restent différentes. Venons maintenant au deuxième champ sémantique associé au mot inachevé, qui est donc celui de l'infini. Leopardi élabore le concept d'infini dans les pensées de 1820-1821, donc il est extrêmement jeune, en rapport à la théorie du plaisir et des sensations. Donc, il élabore à partir de son intérêt pour la nature de l'homme. Ce n'est pas un intérêt métaphysique. L'infini, la réflexion sur l'infini, naît d'un intérêt pour la nature de l'homme. Il n'y a rien de plus humain que le plaisir. L'homme, écrit Leopardi, tend vers un infini qu'il ne comprend pas. C'est toute la difficulté, et même le paradoxe, de la condition humaine. L'attention vers l'infini s'inscrit dans la nature humaine pour une raison quand même plus matérielle que spirituelle. Nous parlons de l'infini, nous le pensons comme un penchant spirituel, en fait non. L'âme désire toujours essentiellement et vise uniquement le plaisir. Et ce désir ne prend fin qu'avec la vie. La recherche du plaisir définit l'existence humaine. Elle est substantielle en nous. L'homme n'existerait même pas sans le désir. Voilà pourquoi la tension vers l'infini est une tension matérielle et non spirituelle. Ce n'est pas le sentiment de Dieu le plus naturel chez l'homme. Après tout, beaucoup d'hommes n'ont pas le sentiment de Dieu, mais ils ont tous le désir du plaisir. Or, le désir du plaisir est abstrait et illimité, infini. Si chaque plaisir est circonscrit et peut être satisfait, le désir du plaisir, en revanche, n'est pas concevable d'une façon claire et déterminée. Donc, voilà la conclusion de Leopardi. Notre nature, donc il s'agit encore une fois de la nature de l'homme, pas de la raison. Notre nature porte matériellement en soi, non spirituellement, l'infinité en tant que désir. Notre nature porte matériellement en soi l'infinité en tant que désir. Notre sentiment de l'infini est en réalité un désir d'infini. L'homme désire ce qui n'a pas de limite, donc le plaisir infini. L'inconnu est plus beau que le connu. L'âme préfère le beau aérien et les idées infinies, donc ce qui n'a pas de fond, ce qui n'a pas de limite, ce qui n'a pas de contour, ce qui est vague et indéfini. Le désir d'un objet précis est un désir qui s'étend. Or, ce beau aérien et ces idées infinies, l'homme ne peut les trouver dans la réalité. Nous l'avons dit, il tend vers un infini qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut concevoir. Donc, cette idée de l'infini, il ne peut pas la trouver dans la réalité. Mais ces idées infinies apparaissent dans l'imagination, dans l'illusion. Il faut reconnaître, écrit Leopardi, la grande miséricorde et l'art de la nature qui a voulu remédier à l'impossibilité de l'homme de se procurer des plaisirs réels infinis en lui accordant les illusions. Donc c'est une miséricorde de la nature. L'homme ne peut se procurer des plaisirs réels infinis, mais il peut les penser, se les représenter dans l'imagination, dans l'illusion. Mais l'imagination ne peut régner sans une certaine ignorance, analogue à celle des anciens. Nous l'avons vu dans le premier texte que je vous ai résumé, c'est un des grands thèmes de la réflexion de Leopardi. La connaissance du vrai, qui n'est rien d'autre que connaissance des limites et des définitions des choses.
La connaissance du vrai, donc, restreint le champ de l'imagination. Voilà une considération importante. La formulation de Leopardi est très originale à son époque. D'ailleurs, en suivant les différentes formulations du concept de vrai, on pourrait pratiquement écrire l'histoire de la culture et de la connaissance. Donc, le vrai, qu'est-ce que c'est ce vrai? En fait, pour Leopardi, il en reste au côté pragmatique. Le vrai n'est rien d'autre que connaissance des limites et des définitions des choses. Nous ne pouvons pas donner d'autre contenu à ce mot, ce concept vrai, si ce n'est que connaissance des limites et des définitions des choses. Donc c'est une véritable catégorie épistémique et esthétique. C'est pourquoi il est nécessaire de confondre l'imagination avec la faculté cognitive et ne pas la considérer comme une puissance trompeuse. La connaissance du vrai, d'un côté, l'imagination de l'autre. L'imagination qui n'est pas une puissance trompeuse, pas du tout. Alors, vous voyez dans ces réflexions le passage de la grande réflexion de Giambattista Vico dans la science nouvelle, qui est le premier en fait à réévaluer l'importance de l'imagination, qui reste pendant un long moment un prophète dans le désert. En fait, il sera compris seulement au tout début du XIXe siècle. Donc, nous ne pouvons pas concevoir l'infini, mais nous sommes portés par un désir infini que nous ne pouvons pas trouver dans la réalité. Voilà la condition humaine. Mais nous pouvons nous le représenter dans l'imagination. Donc, il ne faut pas se cantonner au vrai, à la connaissance du vrai, qui est connaissance des limites des choses. Il faut sauvegarder l'imagination. C'est un des grands thèmes de Leopardi. D'un côté, il y a l'imagination et l'erreur féconde des anciens, voulue par la nature, parce que finalement, c'est la nature qui nous a mis dans l'erreur. De l'autre, il y a la raison et la science qui tendent à niveler le monde, à en réduire la variété, qui atténuent et effacent les différences réelles et les motifs de détermination. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'une banale critique de la raison comme faculté cognitive, parce que cette faculté cognitive est naturelle chez les premiers hommes. On est tous nés avec des facultés cognitives. L'objet de la critique de Leopardi Leopardi se livre à une critique de l'usage de la raison, de l'excès de la raison. Et c'est ce qui plaira à Nietzsche. Les facultés intellectuelles, donc, sont naturelles, mais le but des facultés intellectuelles dont l'homme a été fourni par la nature, selon Leopardi, n'est pas la connaissance en tant que connaissance du vrai, comme nous le pensons, comme nous serions amenés à le penser, mais le but des facultés intellectuelles est l'idée ou le sentiment de connaître. C'est une pensée vertigineuse sur laquelle on pourrait réfléchir longuement. Le but des facultés intellectuelles n'est pas la connaissance du vrai, qui est d'ailleurs factice, mais est l'idée ou le sentiment de connaître. Et à partir de là, nous pouvons vraiment rentrer dans la poésie de Leopardi, notamment dans l'idylle le plus célèbre, l'Infini. Il est question de l'idée ou du sentiment de connaître, il n'est pas question de connaissance du vrai. Et Leopardi ajoute, en art et en poésie, peu d'hommes peuvent être grands si ce n'est sous l'empire des illusions. Le progrès de la raison et la disparition des illusions engendrent la barbarie. Vous voyez là aussi la modernité de ces considérations sur ce que c'est la barbarie. C'est un sujet, la barbarie aujourd'hui très à la mode dans plusieurs disciplines, mais il faudrait peut-être revenir à Leopardi. Les illusions, lorsqu'elles jouent leur rôle,
civilise réellement un peuple. Et voilà encore une des grandes pensées de Leopardi. La raison est une lumière. Mais la nature veut être éclairée par la raison et non incendiée. Donc il y a une raison qui éclaire, mais il y a aussi une raison qui incendie. Les illusions nous lient les uns aux autres, la raison sépare. Donc là aussi, ce sont des thèmes sur lesquels on pourrait vraiment longtemps réfléchir, beaucoup réfléchir. En cela consiste d'ailleurs la différence entre Leopardi et Saint-Augustin et la patristique. Pour Leopardi, les illusions donc sont naturelles, elles appartiennent à l'homme dans l'état de nature. Elles appartiennent à l'instant, aux instants. En revanche, pour les écrivains religieux, notre tension vers un infini que nous ne comprenons pas et nos illusions constituent une des preuves principales d'une vie future. Donc, ce sont vraiment deux conceptions radicalement différentes. D'un côté, les illusions sont naturelles, sont fécondes, sont essentielles. Elles font partie des facultés cognitives de l'homme. De l'autre côté, les illusions, en fait, représentent une tension vers la vie future. Elles nous laissent imaginer une vie future. Donc, il n'y a rien de plus distant. Donc, gardons bien à l'esprit que dans l'imagination, on trouve l'idée de l'infini, mais non l'infini. Nous ne pouvons pas concevoir l'infini. Donc, dans l'imagination, on retrouve l'idée de l'infini, mais non l'infini. Ni la faculté de connaître, ni celle d'imaginer ne sont capables de saisir l'infini ou de concevoir les choses infiniment. Ni la faculté de connaître, ni l'imagination peuvent saisir l'infini. L'imagination peut donner une idée de l'infini. Donc, elles ne saisissent que l'indéfini et ne conçoivent que indéfiniment. Voilà donc qu'arrive cette autre catégorie qui est celle de l'indéfini. Nous ne pouvons pas concevoir l'infini, nous en avons une idée dans l'imagination, mais qu'une idée de l'infini. En réalité, ce que nous appelons infini est l'indéfini, comme Leopardi va l'expliquer. L'âme, lorsqu'elle ne discerne pas les limites de quelque chose, reçoit comme une impression d'infinité et confond ainsi l'infini avec l'indéfini. Cependant, elle n'en saisit et n'en conçoit en fait aucune infinité. Donc, l'indéfini. Nous pouvons maintenant nous tourner vers le célèbre idylle de l'infini que je vous ai proposé en photocopie. Évidemment, il existe beaucoup de versions qui ont toutes une raison d'intérêt les unes par rapport aux autres. J'ai choisi la traduction de Philippe Duméo parce que c'est la plus littérale. Et comme en fait nous travaillons sur les mots, il est quand même important de pouvoir comprendre vraiment le sens du mot italien. Et vous avez aussi celle proposée par Michel Orcel, qui est la plus courante, la plus élégante. Mais évidemment, il y a des traductions qui atteignent un raffinement poétique, enfin un résultat poétique plus élégant. Il y a encore la traduction d'Yves Bonfoy, il y a la traduction de René de Secati, etc. Donc, l'infini. L'infini a été écrit en 1819, donc Leopardi était vraiment tout jeune. Je crois qu'il avait 21 ans. Il a été publié une première fois en 1825 en revue, puis en 1826 en volume, puis en 1831 dans une autre édition. Maintenant que nous avons lu les pensées
du Zibaldone, nous savons donc qu'il ne s'agit pas d'un idylle sur l'infini, mais sur l'idée que nous concevons de l'infini. Ce n'est pas un idylle sur l'infini, mais sur l'idée que nous concevons de l'infini. Et vous l'avez donc au vers 7, un mon esprit je recrée, qui est un peu le vers clé de cette idylle, io nel pensier mi fingo, c'est ce que je me représente dans mon esprit. Donc ce n'est pas l'infini, mais c'est l'idée de l'infini que je me représente dans mon esprit. En mon esprit, je recrée. Donc le centre de cette expérience poétique est l'homme. Encore une fois, ce n'est pas la transcendance, ce n'est pas la métaphysique, ce n'est pas l'infini, c'est l'homme. N'oublions pas ce que nous avons dit. La connaissance pour Leopardi n'est pas connaissance du vrai, mais elle est l'idée ou le sentiment de connaître. Donc, dans ce sens, cette idylle est une expérience de la connaissance. Parce que dans cette idylle, le poète exprime l'idée ou le sentiment de connaître. Il n'exprime pas la réalité de l'infini, mais l'idée de l'infini et le sentiment de ce qu'il connaît de l'infini. Donc, il s'agit véritablement d'une aventure de l'âme. Tel est le sens que Leopardi attribue à ces idylles. Ce sont des aventures de l'âme. De l'âme, donc, qui porte matériellement en soi l'infinité en tant que désir, qui aime les idées infinies, qui tend vers un infini qu'elle ne comprend pas et qui le trouve dans l'imagination, qui se le représente dans l'imagination. Donc, j'insiste, c'est une aventure de l'âme. C'est une aventure de la connaissance, qui n'est pas connaissance du vrai, mais est la connaissance au sens que Leopardi donne à ce concept. Tout d'abord, c'est la structure syntaxique de cette idylle célèbre qui exprime l'attention de l'âme vers l'infini. Il y a une notation dans le Zibaldone au sujet d'Anacréon. Leopardi dit les images chez Anacréon sont très rapides, le rythme est très rapide. Et en fait, il faudrait lire ces odes rapidement, il ne faudrait pas se poser. Il faudrait les lire vraiment, il faudrait courir avec les images d'Anacréon et saisir donc le sens dans l'ensemble. Il ne faudrait pas se poser. Quelque part, nous pourrions le dire aussi pour l'infini. Or, nous n'avons pas la même approche que Leopardi, mais l'infini peut être lu aussi rapidement pour que ce soit dans l'ensemble, en fait, que le sens apparaisse. Donc, l'idée de l'infini. Dans le Zibaldone, il y a une note éclairante pour comprendre le sens poétique de cette structure syntaxique. Leopardi écrit « Les images doivent être seulement esquissées, de même que leur connexion et leur relation avec le sujet, avec d'autres images, avec d'autres idées, d'autres jugements, dont elles sont voisines, dont elles relèvent, auxquelles elles se réfèrent. C'est là un procédé agréable, car il oblige l'âme à un exercice continuel pour suppléer à ce que le poète ne dit pas, pour terminer ce qu'il laisse en suspens, colorer ce qu'il esquisse, découvrir les lointains rapports qu'il ne fait qu'indiquer. Donc là aussi, vous voyez qu'il s'agit d'une conception de l'œuvre poétique sous laquelle on a tant écrit au cours du XXe siècle. C'est le lecteur qui termine, qui colore, qui découvre, et donc qui participe de cette aventure de l'âme qui est celle du poète.
En ce sens, la métaphore est une figure très poétique, car en ce sens qu'elle redouble ou multiplie l'idée représentée par le mot. Elle représente plusieurs idées en même temps, contrairement au terme. Le lecteur découvre les relations, les liens, les affinités, les correspondances, un autre terme important dans la poésie du XIXe siècle, entre les idées et peut courir instantanément de l'une à l'autre. Le modèle de Leopardi à ce sujet est le modèle de la poésie grecque. Donc, j'ai cité Anacréon, mais il y a des précisions importantes qu'on retrouve dans le Zibaldone à ce sujet. Leopardi écrit « On a déjà observé que les poètes et les artistes de l'Antiquité, notamment les Grecs, laissaient généralement plus à penser au spectateur ou à l'auditeur qu'ils n'exprimaient. Je n'y vois d'autre cause que leur simplicité et leur naturel. » Il a déjà dit donc que la langue grecque, la culture grecque est la langue de la simplicité, c'est celle qui est la plus proche de la nature. Il ne s'intéressait pas, comme les modernes, aux détails des choses, montrant par là tout l'effort de l'écrivain, etc. Mais parmi les effets de cette habitude antique, le plus noble est assurément celui qui consiste à rendre infinie l'impression créée par la poésie et l'art. Donc, la grandeur des Grecs, les effets les plus importants de cette habitude qui était celle des Grecs, consiste à rendre infinie l'impression créée par la poésie. C'est un autre concept important. En fait, nous lisons donc ces textes, nous lisons l'infini, et l'impression est rendue infinie par le style. À l'inverse des modernes, chez qui cette impression est toujours limitée. Il n'y a pas d'impression d'infinité dans les poèmes des modernes. En effet, en décrivant par petites touches, en ne révélant que certains aspects de l'objet, nous verrons c'est ce qu'il fait à l'infini. Les anciens laissaient l'imagination vagabonder dans le vague et l'indéterminé de ces idées enfantines qui naissent lorsque on ne sait pas tout d'une chose. Là, c'est vraiment le noyau poétique de l'idylle de l'infini. Donc, on laisse l'imagination vagabonder dans le vague et l'indéterminé de ces idées qui sont enfantines, comme les idées des enfants en fait, parce qu'elles naissent lorsqu'on ne sait pas tout d'une chose et on ne sait rien de l'infini. On ne sait rien de l'infini. C'est ce divin ondoiement. Ondoiement est un terme qui revient fréquemment chez Leopardi. Ce divin ondoiement d'idées confuses et brillantes. C'était ça la caractéristique de la poésie grecque qui est le modèle de Leopardi. Les modernes, eux, en définissant chaque objet, en nous en montrant tous les contours, donc vraiment l'opposé de la poétique et de l'indéfini, en nous montrant tous les contours, se privent presque toujours de cette émotion infinie et ne suscite en revanche que l'émotion finie et déterminée qu'engendre la connaissance de l'objet entier. C'est une émotion finie et déterminée, sans intérêt, qui est celle de l'objet entier. Émotion propre à l'âge mûr, privée de ses indicibles plaisirs, de l'imagination vagabonde que nous avons connue dans notre enfance. Et l'infini est véritablement l'idylle, comme nous le verrons, de l'imagination vagabonde.
Ce serait même la source d'un grand art aux puissants effets, capable de créer ce caractère vague et incertain qui est spécifiquement et hautement poétique. C'est ça le sens de la poésie, c'est le caractère vague et incertain. Et susceptible d'éveiller des images dont la raison ne serait pas évidente. Il n'y a pas une raison pour que les images naissent et surgissent de cette façon-là. Des images telles qu'elles sembleraient accidentelles et involontaires, comme inspirées non par le poète, mais par quelque chose d'invisible et d'incompréhensible, par cet ondoiement ineffable que ressent le poète profondément inspiré par la nature et qu'il ne s'est exprimé que de façon incertaine et vague. Donc tout cela, cet art de l'indéfini, n'est possible que si le poète est inspiré par la nature et pas par la raison. Donc, si nous reprenons le texte, toujours chère me fut cette colline solitaire et cette haie qui, pour une si grande part, dérobe le dernier horizon au regard. Vous voyez qu'il s'agit d'une vue de loin, dans le lointain. Ce mot lointain est très poétique et plaît beaucoup, dit Leopardi, parce qu'il éveille des idées vastes, indéfinies, imprécises et confuses. Une vue dans le lointain est une vue indéfinie, donc extrêmement poétique. Elle réveille des idées imprécises et confuses. Et dans un passage du Zibeldone, Leopardi cite une divine stance de l'Arioste qui, à mon sens, a peut-être implicitement inspiré le début de cette idylle. C'est un passage, effectivement, c'est une stance magnifique de l'Arioste, donc du Roland Furieux, où le laboureur, donc dans la campagne qu'il a l'habitude de pratiquer, regarde le pain foudroyé par la tonnerre. Donc il y a eu une tempête. Après la tempête, il regarde le pain qui a été foudroyé par la tempête. Et il ajoute le pain que de loin il voyait d'habitude. Donc là, vous avez tout un état, c'est vraiment une émotion qui est suggérée par Arioste. Après la tempête, il revient regarder ce qu'il regardait d'habitude, de loin, mais en fait, ce pain a été foudroyé. Et Leopardi observe, si dans ce passage, le laboureur qui regarde le pain foudroyé par la tonnerre, le pain que de loin il voyait d'habitude, voilà l'absence, le manque. Si on enlevait de loin et d'habitude, on n'aurait pas le même magnifique effet poétique qu'Arioste attend dans cette stance. Si le laboureur qui regarde le pain foudroyé par la tonnerre, le pain qu'il voyait auparavant, ce n'est pas du tout la même chose. Le pain que de loin il voyait d'habitude. Donc ce sont bien ces deux expressions, de loin et d'habitude, qui confèrent qui attribuent toute la profondeur de cette stance. Les mots de cette idylle, en réalité, Leopardi les répertorie de façon non organisée, non structurée, mais il les répertorie dans le Zibeldone, où il revient constamment sur les mots indéfinis. Ce qui l'intéresse, ce sont les mots indéfinis, parce qu'il le souligne à plusieurs reprises, ce sont les mots extrêmement poétiques, ce sont les mots qui l'intéressent. Ainsi, par exemple, l'adverbe toujours, mot indéfini par excellence, toujours. Sempre caro mi fu quest'ermocolle. Sempre caro mi fu, donc me fut cette colline solitaire. On est là aussi dans l'indéfini, parce que, comme je l'ai dit précédemment, en réalité, c'est un aoriste.
Ce n'est pas un passé simple. Cette colline solitaire me fut toujours chère, mais elle l'est toujours, elle le sera peut-être toujours. Ce qui est exprimé ici, ce n'est pas l'idée d'une action accomplie, tout au contraire, il n'y a pas de projection dans le temps. On n'est pas dans une temporalité définie, on est dans une temporalité indéfinie. Cette colline solitaire, donc c'est la traduction correcte de ce mot italien ermo, qui est un mot poétique. Ermo, on peut dire aussi romito, c'est un autre mot tout aussi poétique, est un adjectif qui évoque l'idée de solitude et de silence. Je ne sais pas si en français, peut-être, il pourrait être rendu par eucelé. C'est un adjectif qui vient du grec eremos, d'où ermite en français, ermo en espagnol. Et le verbe eremo en grec signifie désolé, dévasté. Désolé, dévasté. Donc ce mot veut dire solitaire, mais veut dire aussi abandonné. Et abandonné dans ce sens, ce qui est solitaire est hors du temps. Donc c'est encore une fois un signe de l'indéfini. Il est solitaire, oui, mais en tant que solitaire, il est hors du temps. Dans la chanson à l'Italie, qui est la première de ces chansons, Leopardi écrit d'ailleurs « les tours solitaires de nos ancêtres ». Et c'est dans ce sens précis. En italien, « l'erme torri degli avi nostri ». Ces tours donc, sont solitaires, sont ermes, non seulement parce qu'elles ne sont pas habitées, mais parce qu'elles ont été abandonnées, donc elles sont hors du temps. Cette colline est hors du temps, elle aussi, bien que ce soit un élément géographique. Et cette haie qui, pour une si grande part, dérobe le dernier horizon au regard. Dans la première version, à la place de dernier horizon, Leopardi avait écrit de la céleste limite. Mais nous verrons qu'il y a eu un travail d'épuration dans cette idylle, parce qu'il a remplacé donc de la céleste limite par le dernier horizon. Horizon, donc du grec horizo, qui veut dire limité, est la ligne apparente en forme de cercle, au long de laquelle, dans un endroit ouvert et plat, ce qui n'est pas le cas ici, l'endroit n'est pas plat parce qu'il y a la colline. Le ciel semble toucher la terre ou la mer. L'horizon lointain, extrême, le dernier horizon, est la partie la plus éloignée de l'espace libre que le regard puisse attendre. Dérobe le dernier horizon au regard. Là aussi, Leopardi propose des observations dans le Zibaldone qui ont été commentées dans le cours de l'an dernier, qui sont considérées un peu comme le carton préparatoire de cette idylle, parce qu'il explique que l'âme peut parfois désirer et désire effectivement contempler une vue en quelque sorte restreinte et limitée, parce que l'âme s'imagine ce qu'elle ne voit pas. Donc, elle peut concevoir l'infini encore, elle peut avoir l'idée de l'infini. Elle s'imagine ce qu'elle ne voit pas, ce que cet arbre, cette haie, donc la haie qu'on retrouve, cette tour lui cache. Elle erre en un espace imaginaire. Vous voyez qu'on retrouve l'idée du vagabondage. Elle erre en un espace imaginaire et se figure des choses. À mon esprit, je récrée. Elle se figure des choses qu'elle ne pourrait se représenter si elle pouvait tout voir.
car le réel exclurait l'imaginaire. De là, le plaisir que j'éprouvais toujours dans mon enfance et que j'éprouve encore aujourd'hui à voir le ciel à travers une fenêtre, une porte, un corridor. Vous voyez, on peut maintenant regarder rapidement la photocopie que je vous ai proposée en troisième. La plus longue, donc, qui doit se trouver normalement après la photocopie de l'infini. Est-ce qu'on l'a, celle-ci? Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, c'est un passage très long que je ne vais pas évidemment lire entièrement, mais c'est là, dans ce passage du Zibaldone, que Leopardi revient donc sur ce thème de l'indéfini. Hein? Donc, il a expliqué qu'on ne peut pas concevoir l'infini, qu'en réalité, ce qu'on croit être l'infini est l'indéfini pour nous. Hein? Et il se livre à une série de définitions de ce que ça peut être, cet indéfini, dans un texte poétique. Comment il peut ressurgir, cet indéfini, dans un texte poétique. La partie de ma théorie du plaisir, où je montre comment certains objets vus à moitié ou masqués par quelques obstacles, éveillent en nous des idées indéfinies, explique le plaisir que nous procure la lumière du soleil ou de la lune, vue d'un point où ils sont eux-mêmes invisibles, où l'on ne découvre donc pas la source de la lumière. Et vous avez par la suite, en fait, toute une série de façons possibles de représenter cette idée d'indéfini avec la lumière. Par exemple, l'éclairage partiel. Un lieu éclairé partiellement. Par exemple, le jeu des reflets. Les effets matériels que les reflets de la lumière produisent. Ou encore la faible intensité de la lumière, une lumière qui n'est pas criarde. La faible intensité de la lumière produit une sensation, une impression d'indéfini, quand elle ne se distingue pas bien. Ou encore la lumière indirecte, la lumière qui porte sur un objet qu'elle ne frappe pas. Donc une lumière indirecte, renvoyée et diffusée. Ou encore le mélange d'ombre et de lumière. Donc les lieux où la lumière se confond avec les ombres. Bref, tous les objets qui, pour des minimes circonstances matérielles, parviennent à notre vue, à notre ouïe, de manière incertaine, indistante, imparfaite, donc inachevée, incomplète ou inhabituelle. Si on descend donc au tout dernier paragraphe de cette citation, il est également très agréable, pour les raisons que je viens d'énoncer, donc toujours dans l'idée de l'indéfini, de ce que ce sont les images poétiques qui évoquent donc l'idée de l'indéfini. Il est également très agréable de voir une multitude sans nombre, donc une autre catégorie de l'indéfini, l'innombrable, comme celle des étoiles ou un grand rassemblement de personnes. Dans le texte italien, il n'y a pas le rassemblement, c'est une multitude de personnes, un mouvement multiple, incertain, confus, irrégulier, désordonné, un ondoiement vague, encore l'ondoiement, que l'esprit ne peut saisir ni embrasser de façon définie et distincte, comme celui d'une foule.
d'une fourmilière, d'une mer agitée, ou encore comme une multitude de sons irrégulièrement mêlés, impossibles à distinguer les uns des autres. Et on retrouvera le son dans l'idylle de l'infini. Mais je voudrais attirer votre attention sur la foule, un mouvement multiple, incertain, etc., comme celui d'une foule. Bien avant Baudelaire, bien avant Zola, l'image forte, l'image poétique de la foule, c'est que ce sentiment d'indéfini qui est associé à la foule. Leopardi n'avait pas été à Paris à cette époque, il n'avait pas été à Naples, qui était probablement la seule véritable métropole en Italie. Il connaissait Florence, mais Rome, mais pas encore Naples. Naples que, vous vous en souviendrez, dans l'Idiot, Dostoïevski fait dire au prince Mychkine « J'avais toujours rêvé d'une grande ville comme Naples, remplie de palais, de bruit, de turbulence, de vie. » Donc il avait quand même une idée de ce que c'était les métropoles modernes. Revenons donc au texte, mais assis, fixant au-delà de celle-ci. La version de Michel Orcel, elle non plus ne propose pas les deux gérondifs. Donc, elle propose, quatrième ligne, mais couché là et regardant. Dans le texte italien, vous avez deux gérondifs, ma sedendo et mirando, qui ne pouvaient pas être gardés pour des raisons sans doute de métrique. Ma sedendo et mirando. Leopardi écrit deux notes dans le Zibaldone sur les expressions de la continuité ou de la durée. Parce que, évidemment, plus que l'action ponctuelle, accomplie, achevée, ce qui l'intéresse est l'action dont les effets continuent, dont les effets durent. Donc là aussi, on est en dehors du temps, sedendo et mirando. Il n'y a pas de projection temporelle. Sedendo et mirando, donc assis, fixant au-delà de celle-ci, des espaces illimités, interminati spazi. Dans la première version, Leopardi avait écrit un infinito spazio. Vous voyez ce que j'ai appelé l'épuration. Le terme infinito disparaît progressivement. Il n'y a plus qu'une occurrence, parce que ce n'est pas un idylle sur l'infini, mais sur l'idée de l'infini, sur l'expérience que l'âme se fait de l'infini. Et donc, le terme infini, le mot infini, est deux fois donc, retiré. Et de sur immense silence, une très profonde quiétude. Très profonde, profondissima, c'est le superlatif italien. Là aussi, c'est un mot particulièrement poétique parce qu'il contient une image vague, indistincte, incomplète. Qu'est-ce que nous pouvons dire de quelque chose qui est profond? Nous ne savons pas jusqu'où il est profond. C'est vraiment une image incomplète, encore une fois. Vague. En mon esprit, je recrée. Donc, on l'a dit, c'est un peu le verbe clé. C'est donc l'idée de l'infini qu'il se forme dans son esprit. Ou peu s'en faut que le cœur ne s'épouvante. Dans la version de Michel Orcel, peu s'en faut que le cœur ne défaille. Dans le texte italien, donc, nous avons il corno si spaura, donc il y a le concept de peur. On cite souvent pour commenter ce vers les pensées de Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ça, c'est Pascal. Mais il ne faut pas se limiter à la citation tout court comme source. Il faut essayer de comprendre le sens que Leopardi attribue à cette expression lorsqu'il la reprend, si il la reprend. Et il me semble qu'il s'agit ici de la stupeur des anciens ou des enfants face aux phénomènes naturels dont ils étaient spectateurs
et qu'il ne pouvait pas s'expliquer. Donc le cœur si spaura, il s'épouvante. C'est vraiment la stupéfaction, la stupeur face à quelque chose, donc ce sentiment de l'infini, qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'expliquer, comme on l'a dit. Il s'agit donc, cette peur, cette épouvante, il s'agit de la disposition naturelle de l'homme dans l'état de nature, ou primitive, de l'âme qui exerce son imagination, donc qui a à sa disposition la faculté de l'imagination, mais qui n'est pas envahi par l'excès de la raison, c'est-à-dire qui n'a pas la disposition de l'interprétation du phénomène naturel. Donc, il s'agit de la disposition de l'âme qui n'est pas dans le péché d'orgueil face à la nature. L'âme s'épouvante, en fait, si spaura, parce qu'il y a la peur, il y a la stupeur, il y a l'émerveillement, mais il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas la prétention de la science qui croit avoir compris rationnellement tous les secrets de la nature. Donc c'est un état naturel du poète inspiré par la nature. Et c'est précisément ce cœur qui s'épouvante qui nous le rappelle. C'est-à-dire, il nous rappelle donc que le poète est inspiré par la nature et non par la raison. Il n'a pas vis-à-vis de la raison l'orgueil, la prétention de la compréhension rationnelle. Il a la stupeur. Et comme j'entends bruire le vent parmi ces arbres, donc nous venons au son. Je vais comparer cet infini silence à cette voix. Donc c'est bien le bruit du vent qui engendre l'idée de l'infini silence. Or, sur ça, Leopardi écrit quelques réflexions. Il dit ce que j'ai dit ailleurs sur les effets de la lumière ou des objets visibles par rapport à l'idée d'infini, donc ce que nous avons lu tout à l'heure, doit s'appliquer également au son, au chant et à tout ce qui relève de lui. On aime pour lui-même et pour l'idée indéfinie et vague qu'il éveille en nous un chant, fût-il quelconque, que l'on entend de loin, qui semble lointain sans l'être, ou qui peu à peu s'éloigne jusqu'à devenir imperceptible. C'est un sujet que Leopardi aborde dans plusieurs de ses chants. Il en va de même pour un bruit confus, surtout si c'est la distance qui le rend tel, pour un chant dont la provenance nous échappe. De ces considérations relève le plaisir que peut donner, je abrège, la plainte du vent quand il gémit confusément dans une forêt, à travers la campagne, ou qu'on l'entend de loin dans les rues d'une ville. Et en effet, outre l'amplitude, l'incertitude et la confusion du son, on ne voit pas l'objet qui le produit, comme on ne saurait voir la tonnerre et le vent. Toutes ces images sont toujours très belles en poésie, d'autant plus qu'elles sont négligemment choisies, sans révéler l'intention qui préside à leur choix, ou plutôt en feignant d'ignorer l'effet qu'elles vont produire, comme s'ils étaient spontanés et découlaient nécessairement du sujet. Donc nous ne voyons pas le vent, mais nous avons ce bruit du vent que nous allons comparer à l'infini silence. Voilà, c'est la seule occurrence du mot infini dans cette idylle. Pourtant, Leopardi a bien précisé que nous ne pouvons pas concevoir l'idée de l'infini. Donc il s'agit dans ce cas aussi de la poétique de l'obstacle. C'est grâce à la voix du vent que nous pouvons nous représenter dans l'imagination, et seulement dans l'imagination, le silence. Et il y a une considération magnifique au tout début du Zibaldone sur ce thème, ce sujet. Leopardi écrit « Ma douleur, en entendant tard dans la nuit, après un jour de fête, le chant nocturne des paysans qui se promènent. »
infini du passé qui surgissait à mon esprit. Donc, le bruit du chant des paysans fait ressurgir l'infini du passé. En pensant aux Romains, tombés après tant de tumultes et à tant d'événements aujourd'hui révolus, que je comparais douloureusement à ce calme profond et au silence de la nuit. Cette voix ou ce chant paysan me le rendait perceptible. Donc c'est bien la voix ou le chant des paysans qui rend perceptible donc ce calme profond et ce silence de la nuit. Et de l'éternel et des saisons mortes et de la présente si vive et de son timbre, je me souviens. L'éternel, de l'éternel, je me souviens. C'est un autre thème important de Leopardi, le thème du souvenir. Tout ce qui amène à l'esprit une foule de souvenirs où la pensée se perd est toujours source de plaisir, car les souvenirs ne sont ni présents ni habituels. Donc, dans la foule de souvenirs, c'est ça qui nous les rend agréables, dans la foule de souvenirs, la pensée se perd. Et elle se perd précisément parce que c'est une absence. Le souvenir est une absence. Ils ne sont ni présents ni habituels. De l'éternel et de saisons mortes, je me souviens. C'est un autre mot indéfini, l'éternel, parce que c'est l'éternel. Les mortes saisons, donc les saisons antiques, de l'Antiquité, du temps qui est révolu. Les mots anciens, antiques, antiquité sont des mots, écrit Leopardi, pour nous fort obscurs. Ce sont des mots extrêmement poétiques en ce qui contiennent une idée vaste, indéfinie et incertaine. L'Antiquité, elle est révolue, mais là encore, ça peut être une vaste époque, et de toute façon, elle est pour nous obscure. Elle reste indéfinie et incertaine. Ce qui est ancien n'est pas éternel et n'est donc pas infini. Il est révolu. Pouvoir concevoir une distance de plusieurs siècles produit en l'âme une sensation indéfinie, lui donne l'idée d'un temps indéterminé où elle se perd. Voilà pourquoi l'Antiquité aussi est pour nous une idée fort obscure, mais agréable dans ce temps indéterminé, comme dans les souvenirs, parce qu'elle aussi est une absence. L'Antiquité est aussi une absence, tout comme les souvenirs. Et donc, dans ce temps indéterminé, on se perd. Et c'est ça qui est agréable. Et c'est comme ça que nous pouvons expliquer donc ce qui suit. Ainsi, par cette immensité, dans cette immensité, s'abîme ma pensée. Ou alors, dans la version de Michel Orcel, par cette immensité, ma pensée s'engloutit. Le texte italien dit s'annega, se noie. Hein? Donc, elle se perd. Immensité, là aussi dans la première version, Leopardi avait choisi infinita. Et dans cette infinité, et là aussi le terme infinité a été supprimé, remplacé. Et dans cette mer, il m'est doux de naufrager. Qu'est-ce que c'est cette mer? Elle est peut-être tout simplement la mer des lettres dont parle Dante, et la mer des lettres. Et y faire naufrage est doux parce que ce naufrage veut dire retrouver la colocation de l'âme dans l'ordre de la nature, dans l'ordre du cosmos, dans la mer des lettres.
naufrager, faire naufrage dans la mer de l'être, ça veut dire nous recolloquer, nous resituer dans l'ordre de la nature. Je vous ai proposé en photocopie un dernier texte magnifique. Un autre Leopardi, vous verrez par rapport à celui dont on a parlé jusqu'ici. Un texte qui ouvre encore sur un autre sens que Leopardi donne au mot infini, à un autre moment de sa pensée et de son élaboration poétique. Et de cette façon, ce séminaire donc reste lui aussi inachevé. C'est juste une ouverture vers ce qui est un dernier pas important de la réflexion de Leopardi que nous ne pouvons pas traiter maintenant. Nous sommes en 1826, donc presque 5 ans après les premières réflexions et l'infini. La pensée de Leopardi a évolué avec les petites œuvres morales, qui sont des textes magnifiques. Dans cette phase de sa pensée, à ce moment de sa réflexion, pour Leopardi, la nature est devenue cycle de destruction de la vie. C'est la nature marâtre. L'homme naît exclusivement pour perpétuer la vie organique. C'est sa seule fonction. L'existence, donc, de la vie organique n'est pas pour l'existant. Celui-ci n'est pas son but. C'est une conclusion générale, écrit Leopardi, il la considère comme sa conclusion générale, c'est celle que nous retrouvons dans le Génie, et une conclusion lapidaire, définitive et terrible. Ce sont ces mots. Générale, lapidaire, définitive et terrible. Tout est mal. L'existence est un mal et elle est soumise au mal. Dans un des derniers cours a été mentionné le poème sur Ahriman de 1833, L'esprit divin du mal, l'arcana malvagita. C'est la réflexion du dernier Leopardi sur le mal. Tout est mal. L'existence est une imperfection. Voilà que nous retrouvons le concept de l'impossible perfectibilité. Non seulement elle n'est pas perfectible, l'existence, mais elle est essentiellement imperfection. Elle est une irrégularité, une monstruosité. Ce sont les pensées écrites avec ensemble dans la même période avec celle qui a été commentée dans le cours de l'an dernier, Le végétal et le modèle de l'homme, qui est une des plus belles de tout le Zibaldone. Vous vous en souvenez, entrer, dit Leopardi, entrer dans un jardin de plantes, d'herbes, de fleurs, soit-il florissant, luxuriant, dans une belle saison mitigée, printanière, vous avez une impression de vie, de vie luxuriante, mais en réalité, aucune partie de ce jardin ne se trouve pas dans un état de souffrance. Toute cette famille de végétales est dans un état de souffrance. Chaque jardin, en réalité, est un vaste hôpital. Le texte que je vous ai proposé, je crois qu'il vient juste après ou juste avant. Rien dans la nature n'annonce en effet l'infini, l'existence de quoi que ce soit d'infini. L'infini est le fruit de notre imagination, de notre petitesse et de notre orgueil. L'orgueil de la raison, toujours. Nous avons vu des choses incroyablement plus grandes que nous, que notre monde, des mondes, des forces incroyablement plus grandes que les nôtres. Cela ne signifie pas qu'ils soient grands, mais que nous sommes minuscules par rapport à eux. Or, ces grandeurs, dans le domaine de l'intelligence, de la puissance, de l'extension, que nous ne pouvons concevoir, nous les avons crues infinies. Mais, je descends un peu plus bas, l'infini, comme s'il n'y avait au-dessus de nous que l'infini,
comme si lui seul ne pouvait être saisi par notre entendement, comme si lui seul était plus grand que nous. Mais l'infini est une idée, un songe, non une réalité. Du moins, nous n'avons aucune preuve de son existence. Je descends encore un peu. L'infini, c'est-à-dire une chose dépourvue de limites, ne peut exister, ne serait rien de réel. Il semble que seul ce qui n'existe pas, la négation de l'être, le rien, puisse être sans limite, et que l'infini doive être considéré comme identique au néant. On peut, avec Leopardi, se poser la question qu'Umberto Eco définissait comme la question philosophique par excellence. Pourquoi il y a des lettres plutôt que le néant? Alors pourquoi il y a des lettres? L'infinité réelle est l'infinité de ce qui n'existe pas, du néant, dit Leopardi. Il n'y a pas d'infini dans l'individualité. L'être individuel est limité. Il est en contradiction avec l'infini. C'est ce qu'il écrit dans le tout dernier passage. Il semble notamment que l'individualité de l'existence implique par nature une délimitation, quelle que soit, de sorte que l'infini n'admet point l'individualité et que ces deux termes sont contradictoires. On ne saurait supposer un être individuel exempt de limites. Donc, il n'y a pas d'infini dans l'individualité. L'être individuel est limité. Il est en contradiction avec l'infini. Si je vous ai proposé ce passage, c'est parce que je réfléchissais à quelque chose, mais alors l'idée de l'infini peut persister, peut-être, malgré tout, dans ce lien social que Leopardi célèbre dans le Génie, la social catena. C'est-à-dire que si l'être individuel est limité, il est en contradiction avec l'infini. Donc, ce n'est pas du côté de l'individualité qu'il faut aller chercher. L'idée de l'infini peut persister, peut-être, dans le lien social qui est célébré dans le Génie, qui s'oppose donc à l'individualité, à l'orgueil, aux préjugés, aux prétentions de la raison, qui perpétue, conserve, éternise, transmet à la postérité, malgré les désastres, les destructions de la nature et de l'histoire humaine. Il transmet donc à la postérité, comme Leopardi le dit dans le Génie, la justice et la pietade. La pietade est donc les valeurs civiles sur lesquelles est fondée la société humaine. Donc, c'est ce lien social qui s'oppose à cet infini qui est le néant et qui est en contradiction avec l'individualité. Peut-être que l'infini, donc, on peut le penser dans le lien social. Là, c'est une autre perspective qu'ouvre Leopardi. Donc, dans ce lien la social catena, qui empêche que la civilisation humaine s'achève définitivement. Je vais terminer. Merci beaucoup. Je remercie très vivement Valeria Giannetti. Elle a abordé un sujet extrêmement difficile et du reste, elle n'a pas caché ses sources avec cette partie finale consacrée à l'impossibilité même de concevoir l'infini, en évoquant néanmoins à la fin ce lien social que Leopardi déploie dans le dernier de ce grand poème, Le Genet. Il y a dans cet exemple d'une tige qui survit au volcan, aux éruptions, à la destruction, un modèle
pour l'homme. Mais je voudrais, en la remerciant très vivement, d'abord pour cette finesse de tout concentrer autour de l'infinito, de l'infini, du poème essentiel, emblématique, toutes les références venant du Zibaldone. Je voudrais la remercier aussi pour avoir porté à notre séminaire un élément de tension entre ce que la pu démontrer comme l'une des grandes bifurcations sémantiques de notre sujet. D'un côté, en effet, l'inachevé comme non fini, donc le chemin vers la perfectibilité, possible ou pas possible, et d'autre part, l'indéfini, le vague, la vaghezza léopardienne. Deux articulations différentes. D'un côté, le premier, il y a une espèce de téléologie de l'œuvre, la perfection serait à la fin, et dans l'autre, en effet, l'indéfini est l'une des manières de dénoncer ou de prendre en charge les limitations constituant la nature humaine. Il y a eu vraiment une floraison de références essentielles, Rousseau et Vico notamment, mais aussi Dante. Ce passage fondamental dans le tout dernier vers de l'Infinito, naufragar me dolce in questo mare, je crois que Valeria Giannetti a complètement raison, in questo mare est réellement il grand mar dell'essere, la mer de l'être que Dante évoque dans son chemin vers le paradis. D'autre part, elle nous a proposé aussi des éléments nouveaux dans la lecture de Leopardi, et j'aimerais souligner notamment, ça demanderait en effet des explications ultérieures, la poétique de l'obstacle. La poétique de l'obstacle. Il faut avoir, comme là, dans le texte, cette haie qui donc dérobe le dernier horizon au regard. Une poétique de l'obstacle que Leopardi avait déjà décrit dans le Zibaldone, en l'alliant en effet à l'idée d'infini. Je me permets juste de vous lire ce passage. C'est un passage des premières pages du Zibaldone, 25 juillet 1820. Toute chose qui nous rappelle l'idée de l'infini est par là même agréable, quand bien même ne le serait-elle par ailleurs. Ainsi, une allée d'arbres dont il nous est impossible d'apercevoir la fin. Cet effet est comparable à celui que produit la grandeur, mais d'autant plus fort que cette dernière, donc la grandeur, est déterminée, tandis que l'infinité peut être regardée comme une grandeur sans limite. Et puis il revient à son exemple, cette allée nous plaira d'autant plus qu'elle sera plus vaste, ouverte, aérée, lumineuse et moins couverte, privée d'air ou obscure. Cela, dans la mesure où l'idée de grandeur infinie qu'elle doit nous inspirer découle de la grandeur perçue par les sens et n'est pas seulement l'œuvre de l'imagination. Et puis il ajoute à la fin quelque chose de surprenant, comme s'il revenait sur son processus, et il dit, en effet, celle-ci, donc l'imagination, recherche parfois ce qui borne la vue pour pouvoir mieux s'exercer. Recherche ce qui borne la vue pour pouvoir mieux s'exercer. Donc là, il y a un passage magnifique entre justement la poétique de l'infini comme allusion, et l'imagination qui est encore plus. Elle a besoin même de se mettre des obstacles. Alors là, nous avons l'ouverture d'une poétique de la contemporanéité. Je n'évoquerai peut-être que deux cas
L'un est une lettre magnifique de Italo Calvino à Andrea Zanzotto, lequel, timide, lui envoie Galateo in Bosco, c'est-à-dire un travail fait avec la contrainte de respecter le schéma des sonnets de Monseigneur de la Casa. Et Zanzotto, il dit timidement, est-ce que j'ai été trop maniériste? Et Calvino lui répond, non, j'aime bien les œuvres venant d'une contrainte. D'une contrainte. Alors, il y a vraiment je dirais, la longue durée d'un texte fondateur comme la remarque venant du Zibaldone et venant surtout de ce poème qui est un manifeste de philosophie, à savoir l'Infinito. De ma part, je voudrais encore suggérer, si Valéria me le permet, puisque tu as eu, je dirais, la finesse de convoquer plusieurs traductions. C'est un poème à peu près impossible à traduire, et chacun prend, disons, un principe de cohérence différent, et Philippe Dimet a bien fait de tenir d'une manière très humble une traduction à la lettre. Mais si nous prenons, comme tu l'as suggéré, et je suis parfaitement d'accord, l'idée que naufragar me dolci in questo mare, comme, disons, naufrager ou dans la mer de lettres, en réalité, le texte italien permettrait peut-être, me semble-t-il, de traduire m'abandonner dans cette mer de lettres, comme une espèce de geste, en effet, d'abandon, de Gelassenheit, de retour à la nature, se laisser aller dans cet espace infini. Il y a plusieurs textes qui peuvent nous l'évoquer pour le XIXe siècle, et notamment le magnifique volume de Blumenberg, dont j'ai repris le titre pour mon cours Paradigme pour une métaphorologie, mais il a un autre livre fondamental, Naufrage avec spectateur. C'est toujours une réflexion sur la poétique romantique. Et je crois que là, on pourrait même se permettre peut-être, et je m'abandonne, du reste, s'abandonner aussi, un terme souvent utilisé par Leopardi. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent intervenir, mais je voudrais encore te remercier pour avoir évoqué constamment la présence de Pascal dans Leopardi. Alors, ces deux auteurs ne sont pas là par hasard, pour l'inachevé. Tu l'as évoqué à propos des espaces infinis qui m'effraient, et il cor non si spaura, ove per poco il cor non si spaura, est à peu près une traduction littérale. Leopardi avait l'édition des pensées dans la seule édition qui a été lue jusqu'à l'édition Faugère, à savoir l'édition de Port-Royal. À mon sens, j'aimerais, peut-être que je ferai un cours là-dessus, j'aimerais simplement être fidèle à l'édition de Port-Royal. Il est vrai que l'édition de Port-Royal coupe beaucoup, mais il y a une force dans cette édition extraordinaire. Alors, il lisait cette édition, ce qui permettrait éventuellement de comprendre aussi l'idée difficile et presque contradictoire de la dernière pensée que tu as proposée dans nos photocopies. Cela ne signifie pas qu'ils soient grands, les mondes, les forces, etc., mais que nous sommes minuscules par rapport à eux. C'est à peu près exactement l'argument pascalien dans le chapitre édition de Port-Royal, mais aussi les éditions modernes le sauvegardent, grandeur et petitesse de l'homme. C'est toujours un peu cela, et c'est à mon sens vraiment la continuité est le seul Leopardi, me semble-t-il, qui a assumé entièrement l'héritage contradictoire de Pascal. Et il est arrivé lui aussi à une contradiction. On n'arrive pas
à sortir de cela, sauf peut-être, mais là c'est le mathématicien Pascal qui trouve cette formule, sauf le pari. Alors que Leopardi est obligé de faire tout un long chemin jusqu'au Genet, en voyant les deux, l'élément de destruction et la contemplation de ce qui peut éventuellement survivre dans ce pari. Bon, j'ai déjà trop parlé, mais c'était simplement pour te remercier pour cette leçon admirable autour d'un auteur que tu n'as pas voulu justement réduire ad unum, mais que tu as laissé dans la grandeur de la tension de son inachevé ou inachevable. Bon, y a-t-il des questions ou des compléments je dirais, de démonstration ou d'autres termes à évoquer? Oui, monsieur, je vous en prie.